Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couvre, l'émission de débat autour du manga. Voilà, Pâques est à peine passé, que ce sont déjà les vacances de printemps. On s'en rend pas compte quand on a quitté l'école, mais en fait les vacances, ça s'enchaîne super bien, ça s'enchaîne super vite surtout. D'ailleurs aujourd'hui on va retourner à l'école, ou plutôt on va retourner au jardin d'enfants avec Kindergarten Wars de Yu Chiba, le nouveau manga qui fait du bruit en ce début de printemps. D'ailleurs l'autrice est venue en France le week-end dernier, on vous fera quelques retours sur ce qu'elle a dit dans 10 jours, dans le supplément. Et elle a fait quelques dédicaces dans un lieu mis en place par l'éditeur chaque année, un truc qui s'appelle l'Antre Kiun. J'aime bien le nom, l'Antre Kiun, qui est chaque année un peu plus grande, hein, Julie. Ah ouais, là je sais pas, mais pour ceux qui y sont déjà allés les années précédentes, on change complètement de lieu et là vous multipliez par je sais pas 2 ou 3. Il y a tellement de salles maintenant. C'est très très chouette. Ouais, j'ai envie de dire 1000 mètres carrés, alors j'exagère évidemment. Oui, mais pour nous parisiens c'est beaucoup. Est-ce que c'est au niveau du stand qu'ils ont à de la Pan Expo? Il y a un peu de cet esprit parce qu'il y a différents espaces en fonction la fête foraine, un peu. Ouais, il y a des jeux, il y a des. Enfin, c'est Kiyun quoi. Voilà, c'est ouvert jusqu'à dimanche 14 avril si vous êtes de passage sur Paris. C'est près du métro Arts et Métiers pour ceux qui connaissent. Oui. J'aime bien donner des noms de métro. La station Nautilus. C'est vrai, République. Réaumur, Sébastopol. Oui, j'ai donné plein de stations. Le CNAM quoi. Strasbourg-Saint-Denis, c'est pas loin non plus. Oui, c'est vrai. Bref, si vous passez dans le coin, allez-y, un super resto de ravioli derrière. Si jamais. On va donc parler de Kindergarten Wars dans cette émission. Donne pas le nom, hein. Mais non, mais vous cherchez ravioli dans le coin, vous verrez, c'est dans le nom du restaurant. Non mais t'inquiète, je le connais, hein, c'est les coins à champignons ça. On va donc parler de Kindergarten Wars dans cette émission, mais pas seulement, puisqu'on va aussi se demander si ce titre n'est pas symbolique d'une nouvelle génération de mangas de plus en plus parodique. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Vous êtes en train d'écouter la 5e de couvre. Un grand merci à vous tous, notamment pour tous les petits messages que vous nous laissez. Oui, je prends une voix aiguë pour qualifier tous ces petits messages. C'est super agréable de vous lire, donc merci. Salut Cagnard, salut Julie. Salut. Prêt à parler de jardin d'enfants? Ouais. Bien sûr. Prêt à parler de guerre dans un jardin d'enfants et de tueurs en série dans des jardins d'enfants? Alors, je tiens à préciser que j'ai mon BAFA. Ah oui, pour c'est tout vrai. ce qui va se passer dans le reste de l'émission, j'ai mon BAFA avec une spécialisation audiovisuelle. On est donc bien encadré. On est bien encadré pour cette émission. J'ai littéralement le droit de filmer des enfants. Si vous nous découvrez seulement maintenant, sachez que nous revenons chaque semaine avec 1 heure de podcast, parfois un petit peu plus, et puis rarement, mais ça arrive un peu moins, pour parler de manga, essentiellement de manga, recommandations de lecture, top 10, sujets transversaux, découvertes et analyses au programme. Scrollez bien toutes les émissions, vous verrez, c'est très très varié. Et si vous aimez ce qu'on fait, lâchez-vous, mettez-nous 5 étoiles sur les applications podcast et prévenez toute votre famille, et puis pensez à activer les notifications pour ne rater aucune émission. Dans cette émission, nous allons donc parler de Kindergarten Wars et on va tout vous dire sur ce qu'on pense des 2 premiers tomes de cette nouveauté manga. Et en seconde partie d'émission, on va aussi se demander si ce titre-là, il n'est pas iconique d'une vague de manga peut-être, aux aspects de plus en plus parodiques, parce qu'on commence à en voir un peu plus. Et on commence même à avoir un petit peu plus d'indices sur ce sujet. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Est-ce que c'est vraiment une tendance? Ou est-ce que c'est peut-être juste une coïncidence? Ça, c'est possible. Mais on va voir ça dans un instant. En attendant, Kindergarten Wars, quel a été votre premier contact avec ce titre? Comment vous l'avez trouvé? Première impression, Cagnard? Moi je vais pas dire par hasard, mais on préparait l'émission de rentrée et c'est le moment où je télécharge tous les PDF sans connaître forcément les titres, sans forcément savoir de quoi ils parlent. Parce que les éditeurs nous envoient des épreuves numériques de leurs titres puisqu'ils veulent qu'on en parle. Et là c'est le moment. Certains éditeurs, pas tous, tu as raison. Et là c'est le moment où moi j'aime bien parce que je lis un peu à l'aveugle. Je connais pas forcément les pitchs. Alors il y a certains titres, évidemment je les connais, mais celui-ci j'en avais vraiment jamais entendu parler et j'étais même surpris de voir ce qui ressemblait à de l'allemand pour moi, tu vois, sur un titre de manga. Du coup honnêtement je connaissais pas le titre, je l'ai ouvert un peu au hasard parce qu'il fallait lire des nouveautés et puis dès le premier chapitre,
j'ai compris de quoi on parlait et j'ai eu très peur. J'ai eu très peur à cause justement de cet aspect manga parodique où je me suis dit ok, on y va fort sur l'humour absurde dès le chapitre 1 et j'ai eu peur. Mais en même temps, mes craintes se sont au final assez vite envolées et c'est vraiment un titre que j'apprécie beaucoup. Un manga qui a quand même plus de 100 millions de vues sur la plateforme Jump+, ce qui est beaucoup. Comment tu l'as trouvé toi, Julie? Est-ce que tu as senti tout de suite un hit en puissance ou pas? Eh ben écoute, moi je rejoins un petit peu quand même Cagnard sur ce qu'il dit que des fois on reçoit beaucoup de titres, on n'est pas forcément très au fait de qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte au trésor quoi. Et là en fait ça payait pas trop de mine, on se dit bon ok et une fois que tu l'as ouvert moi j'ai trouvé ça très prometteur quoi. Enfin on se marre bien, c'est très revigorant et effectivement je comprends que ça puisse faire peur ce côté comique, cet aspect très parodique, très on fait de l'humour avec tout et n'importe quoi. Mais pour moi, il y avait beaucoup de qualités qu'on retrouve déjà dans tout ce qui est parfois difficile à adapter en français, qui est notamment le manga comique, quoi, le gag manga. Alors on va définir un peu plus les contours de ce manga dans un instant. Moi, j'ai pas été effrayé par l'humour spécialement, j'ai été effrayé par le côté épisodique mais alors ça c'est une lutte interne que j'ai avec moi-même parce que ça concerne des centaines et des centaines de mangas. L'histoire ne commence pas au tome 1. Elle commence au tome 1 et tu sens qu'il y aura quand même un fil rouge à un moment donné, où tu l'espères. Mais tu ne le vois pas tout de suite et tu commences par plein de petits épisodes et j'ai envie de me dire envoie-moi de l'ambitieux quoi. D'accord, oui, mais justement pour moi cette espèce de séparation en petits épisodes, ça fait partie de la tradition du gag manga parce que c'est des épisodes qui sont courts, qui doivent se conclure en un chapitre la plupart du temps, qui peuvent faire je sais pas comment on dit, stand-alone quoi, tu vois. En même temps c'est vrai qu'il y a ce truc dans le gag manga qui normalement tient plus en une planche, qui est pas un truc forcément japonais, le gag en une planche. Mais c'est vrai que quand tu l'ouvres, tu démarres avec un titre où direct tu vas dire ok, ça va être un chapitre, une blague. Très bien, ok. Ah, pour le coup, il y avait plusieurs blagues dans le chapitre. Oui, non mais quand je dis une blague... Le maître, celui qui les domine tous, ça reste Dr. Slump pour moi dans le gag manga. Et Dr. Slump, c'est pas une blague par planche. Non. C'est une blague par morceau de case. Non mais attendez là, vous êtes en train de me... c'est de la grosse artillerie de la blague. Vous êtes en train de me quantifier le nombre de blagues, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que effectivement, si on prend un chapitre 1, tu vois, d'un shonen neketsu qui est censé placer un peu direct les intérêts scénaristiques et compagnie, là on ne l'a pas. Ça démarre comme un gag manga. Je n'ai pas compté le nombre de blagues qu'il y a dans le premier chapitre. Mais pour moi, pas assez. Un gag manga, pour moi, ça a plus de blagues. Donc on est dans un gag manga, je vous rejoins, mais voilà, pas assez pour moi. Donc on est à cheval sur un truc entre deux, et c'est ce qui, moi, au début, je parle vraiment du début du manga, du tome 1, parce que ça disparaît assez vite au tome 2, cette impression, mais qui me laisse pantois au début. Oui, mais après, c'est la malédiction du tome 1. Je dirais, il faut commencer par quelque chose. Évidemment. Et du coup, il y a des petites histoires, on accroche pas. Ce qui est drôle, c'est que, du coup, en tout cas, sur les plateformes japonaises, il n'est pas classé comme étant un manga humoristique, mais plutôt rom-com et battle action. Donc vraiment deux termes qui sont pas du tout associés d'habitude. Oh, c'est possible. Dans les publications des dernières années, c'est pas complètement inédit non plus. Mais c'est marrant que nous surtout on ait retenu, tu vois, le côté humour et que en final, c'est pas vraiment ce qui est mis en avant par ces éditeurs, quoi. Mais parce que l'aspect rom-com en soi est un élément scénaristique, mais n'est pas le but. Je veux dire, quand tu termines le chapitre 1, tu te dis pas ok, l'objectif de l'héroïne va être de trouver l'amour. Tu vois, enfin si, c'est le scénario, c'est le résumé, mais tu te doutes que ça ne sera pas son véritable objectif. Oui, voilà, c'est un postulat de départ, en tout cas, qui va permettre des blagues.
Et du coup, quand tu lis juste ce chapitre 1, t'as lu un chapitre 1 où il y avait une blague, excusez-moi les gars, hein, plusieurs blagues. Il y avait plusieurs blagues plutôt absurdes, mais ça donne toujours ce sentiment de ok, est-ce que je viens pas de lire l'entièreté du manga là ? C'est-à-dire tout ce à quoi le manga va ressembler, c'est-à-dire ce chapitre 1. Moi, c'est toujours ce qui me fait peur sur les trucs épisodiques comme ça. D'accord. Ça m'inquiète un petit peu. Alors, effectivement, malédiction du tome 1, donc je pousse. Et puis, c'est vrai que c'est intriguant ce côté rom-com. Tu peux te demander où ça va aller. Et puis, tu vois les dessins. Tu vois qu'il y a en termes d'action, tu vois qu'il y a un potentiel. Donc, je comprends le battle action. Le rom-com, je le vois pas encore. Oui, moi non plus. Oui, pourtant. Après, c'est quand même. On va y revenir après au résumé. Mais en fait, je trouve que on a déjà eu cette discussion concernant le gag manga, mais je pense que pour beaucoup de lecteurs japonais, c'est quelque chose qui au contraire est très rassurant. Oui. D'avoir une espèce de répétition du découpage, du rythme de lecture avec les blagues qui tombent comme ça régulièrement au fur et à mesure que tu découvres l'histoire. Tout ce qui concerne même le style de dessin fait référence finalement à du gag manga avec des personnages assez ronds. En tout cas, les yeux de Rita, ils sont tout ronds. Moi, ça me fait penser à Crayon Shin-chan, quoi. C'est vraiment la référence du sale gosse en manga. Et je trouve que là où peut-être nous, on n'a pas forcément encore assez l'habitude de ce genre de manga. Non, alors je suis pas là-dessus parce que pour le coup, ce qui crée, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Tu vois, je vais prendre Calvin et Hobbes. T'as ce truc épisodique qui est aussi traditionnel, qui te ramène dans ton petit truc, dans ton petit précaré de je connais le système, je sais que c'est du gag et les Japonais ne l'ont pas inventé. Le gag manga, tu vois. Le comic strips l'a fait, tu vois, aussi. Et du coup, toute la différence est que typiquement un Calvin et Hobbes, tu vas le trouver dans un journal. Tu vois, genre entre tes lectures, tu vas avoir un petit strip de Calvin et Hobbes. Là, c'est l'intérêt principal du scénario. C'est ça on démarre en tout cas avec ça. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose qui est diamétralement opposé comme appréhension de lecture, tu vois. Te dire, tu lis le chapitre 1 de Kindergarten Wars, tu te dis ok, je vais lire un truc de gag, uniquement de gag. C'est reposant, c'est divertissant et moi je pense qu'ils ne vont pas forcément chercher plus loin que l'aspect on s'amuse, on se détend et puis si tu passes juste un bon moment, ça dure quelques chapitres, c'est cool. Sauf que j'ai l'impression qu'au final elle va quand même plus loin. Ah oui. C'est-à-dire que moi aussi c'est parfois ce qui peut me bloquer sur certains mangas, c'est que ça va pas plus loin que ça, mais là on voit très vite pas très vite, on voit au tome 2 que ça va un petit peu plus loin à partir du moment où par exemple on découvre cette classe pissenlit. Le fait qu'il y ait vraiment genre 3 profs distinctifs, donc ça fait une team. Et on découvre qu'il y a une autre classe, donc autre team, qui peut y avoir aussi qu'on voit pas très bien pour le moment. Qu'on voit pas très bien, mais où il va pouvoir y avoir des affrontements, Oui. on peut tout imaginer, on peut aller jusqu'au tournoi et ainsi de suite. Ah non, mais même dès le tome 1, t'as quand même cet élément de la directrice. Où les personnages disent elle est un peu bizarre quand même. Donc tu vois, pour moi le tome 1 n'est vraiment pas exclusivement du gag. T'as déjà des petits éléments comme ça à droite à gauche. Mais c'est pour ça aussi qu'à mon avis ils sortent les 2 tomes d'un coup pour la sortie française, parce qu'ils se rendent bien compte que le tome 1 il est très bien, mais il est un peu juste pour nous lecteurs français. Oui, je pense qu'il y a ce truc-là d'intérêt humoristique. Et attention, l'humour, c'est toujours très compliqué, surtout entre 2 pays, le Japon, la France et compagnie. Mais alors, moi, je trouve que dans le tome 1, il y a déjà, honnêtement, moi, le tome 1, j'étais déjà conquis, on avait déjà parlé, d'ailleurs, dans le podcast, parce qu'il y avait suffisamment, c'est des petits points. C'est vraiment des petits points ça va être sérieux quand même. Ce qui se passe, ça va être sérieux. Déjà, à partir du moment où tu apprends le statut des professeurs, tu vois, dans quelles conditions ils sont là-dedans, t'es alors, ok, donc on a quand même déjà un petit peu de background. T'as cet élément avec la directrice, où l'un des professeurs dit, elle est un peu bizarre quand même, la directrice. Je dis, ah ok, donc c'est très bien. Il a quand même réfléchi, il ou elle, pardon, je sais pas du tout si c'est une autrice ou un auteur. C'est une autrice. C'est une autrice, elle a déjà réfléchi à son truc, tu vois. Elle s'est pas contentée de faire juste j'ai une idée à la con, ça va être trop drôle, tu vois. Il y a déjà des éléments
un peu scénaristiquement intéressant. Alors pour resituer et permettre à tout le monde de comprendre exactement de quoi on parle, voici l'histoire de Kindergarten Wars. Il est question d'enfants et vous le savez, tous les enfants de maternelle, mais pas que, mais tous les enfants sont les êtres les plus importants et les plus beaux du monde, surtout quand c'est les vôtres. On est tous bien évidemment d'accord sur ce sujet. Mais certains le sont un peu plus que d'autres quand même. Et ils sont dans cette école très particulière nommée Kindergarten Black. Et ce manga met donc en scène ce jardin d'enfants particulier dans lequel tout un tas de joyeux petits bambins s'amusent et ils sont tous issus de familles éminemment importantes, riches, etc. Voire mafieuses. Probablement. Et donc par conséquent, ces enfants sont des cibles. Et donc, comment empêcher les kidnappings, les tentatives d'assassinat, etc., en laissant tous ces petits êtres incroyablement rayonnants s'amuser avec toute leur morve plein le nez? Eh bien, il faut les protéger. Et comment on les protège? Simplement en engageant des encadrants encore plus dangereux et encore plus excentriques que ceux qui essaient de s'en prendre à eux. Vous m'avez suivi? Et l'héroïne est donc l'encadrante. Numéro 1, celle qu'on va suivre, c'est Rita, une tueuse légendaire qui a accepté le poste en échange d'une remise de peine. Et donc si elle se comporte en bonne bodyguard, sans se faire tuer elle-même, elle sera libre dans 1 an. On te donne une date, c'est important, je trouve. Ouais, et puis c'est pas seulement être une bonne garde du corps, il faut être aussi une bonne enseignante. Enfin, oui, bien sûr. Ça n'a pas l'air si important que ça. Je sais pas, pour l'instant. Et donc, ce qu'elle cherche aussi par ailleurs, pendant qu'elle est professeure, pendant cette année d'encadrement scolaire, c'est l'amour, avec un très très grand A. Et ça tombe bien, la plupart des assassins qui viennent s'en prendre aux enfants sont des beaux gosses, sauf qu'ils manquent tous un peu de goût à son goût à elle. C'est tellement drôle. C'est tellement drôle que, tu sais, le fait qu'elle cherche le grand amour, basique. Quelque part, on en est tous là, tu vois, à chercher la personne qui... Mais... c'est tellement drôle que les assaillants soient tous des... Pour moi, c'est quasi des chanteurs de J-pop, tu vois. C'est vraiment... Et puis, c'est quasi utilisé comme ref, où on a décidé de la mettre dans une espèce d'harem inversé, où on va présenter de plus en plus de tueurs, où en plus, il y a plein de moments où elle dit « Oh, il est brun ténébreux, c'est mon genre préféré. Oh, il est blond ténébreux, c'est mon genre préféré. » Déjà, tu sens qu'il y a un truc de... ouais, ok, même dans ta tête, ton choix est pas vraiment fait. Ce que t'aimes, c'est un peu les codes marketing des beaux gosses. Mais c'est une tueuse, un assassin qui n'a aucun code social. Oui, en fait, ce qui est drôle, c'est vraiment ce super, ce décalage complet. Donc, on parlait de rom-com tout à l'heure, donc. Clairement, avec cet objectif que Rita s'est imposé de trouver la perle rare, le beau gosse, le petit copain idéal, quoi. Sauf que on sait qu'elle a pas trop réfléchi à la question et que en plus, tous ces espèces de super tueurs qui sont ses collègues et tout, en fait, ils sont des inadaptés sociaux, mais terribles. Ils connaissent aucun code, ils connaissent très peu de choses de la vie en dehors de, on va dire, la pègre, le monde de l'autre côté, on va dire, où ils savent pas comment se comporter normalement. Et ce décalage est toujours très, très humoristique. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est la façon dont son objectif fait tache d'huile, parce que petit à petit, toute la classe pissenlit, tout ça, et commence à entrer dans s'intéresser à le ce peace and sujet. love, là. En tout cas, le peace, pas trop, mais tout ce qui est, les interactions amoureuses, ou j'ai des palpitations bizarres, est-ce que je suis malade? Enfin, c'est très très drôle de voir comment les choses sont amenées aussi différemment selon les personnages. Et oui, comme tu disais tout à l'heure, toutes ces tentatives de rencontre, donc je mets des gros guillemets, parce qu'en fait, ces tentatives de rencontre, c'est juste qu'elle pointe un gun sur quelqu'un qui veut tuer il y a un assassin enfant. qui vient voilà. qui vient commettre un crime et elle essaye l'arrête. Et une fois qu'elle l'a arrêté, elle est en mode mais il est beau gosse en fait, lui quand même. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Alors elle, c'est pour moi, la seule inadaptée sociale, c'est elle. Je trouve que justement les tueurs sont très bien adaptés à notre époque. Le reste de la classe, je les trouve aussi inadaptés, parce que la blague, je vais en révéler une blague. Tu parles d'un des personnages qui a des palpitations, qui se demande ce que sont ces palpitations. Elle n'avait jamais ressenti ça. Et la chute de cette blague, et là ça te prend par surprise, et donc je vous spoil, c'est sûrement une grippe. C'est pour ça que je parlais que des tueurs.
Les tueurs, pour moi, représentent vraiment exactement ce qu'on pourrait attendre d'un boys band, tu vois, d'un archétype de mec, soit de shoujo, soit de shonen, soit de K-pop, soit de J-pop, tu vois. Ouais. Eux, pour le coup, je trouve qu'ils sont carrément dans la norme. Et dès qu'ils comprennent qu'il y a moyen de l'arnaquer en jouant les beaux gosses, ils le font. Ils le font tous. Ah bah oui, c'est elle qui est complètement inadaptée. Elle est complètement inadaptée, c'est-à-dire qu'elle a des codes qui lui ont été enseignés, on va dire, par la société. Tu vois, il me faut un mec beau gosse, ténébreux ou autre. Mais dès qu'il répond mal à ma question qui est ultra bizarre, enfin, c'est pas une question, c'est plusieurs questions, mais c'est elle qui est complètement inadaptée. Tu vois. Parce qu'il y en a une qui revient et je suis assez d'accord avec elle. Et, on mange pas non plus n'importe comment ces ramen. Il y a un moment donné, il faut savoir être sérieux. Non, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce comique de situation qui se concilie très bien avec l'action. Je trouve qu'on passe très bien de l'un à l'autre et que parfois on se fait surprendre, mais ça met du temps à arriver, mais une fois que ça arrive, ça commence à devenir intéressant. C'est parce que ça joue beaucoup, mine de rien, sur le running gag en soi, parce qu'on est vraiment sur des premiers chapitres, et moi c'est un peu comme ça que je me suis fait avoir, c'est-à-dire que le premier chapitre, tu vois comment elle réagit, elle pose une question, en fonction de la question, elle va être agressive ou pas. Et dès le deuxième chapitre, tu comprends que en fait la question n'est pas importante. C'est juste, est-ce que tu vas me convenir à moi? Et en fait, ça peut. Alors toi, tu parles des tranches de ramen. Moi, j'ai plus ce souvenir où elle pose des questions à propos de cinéma. Est-ce que tu regardes le générique ou est-ce que tu regardes pas le générique? Qui sont des questions, tu sais, qu'on peut tous un peu se poser. Tu vois, genre, est-ce qu'on aime les mêmes choses ou pas? Et je trouve qu'il y a ce côté de gag, de running gag. Au début, tu penses que c'est un truc à la con. Après, tu te dis, mais vous allez pas l'utiliser en running gag quand même, ça. Et en fait, vu qu'ils arrivent à renouveler le truc à chaque fois, en fait, c'est hyper rafraîchissant. Et à chaque fois, moi qui ne suis pas forcément adepte de l'humour dans le manga, ils ont réussi à m'avoir à chaque fois, genre, ouais, mais qu'est-ce qu'elle va trouver ce coup-ci, tu vois? Qu'est-ce qu'elle va trouver comme élément qui va l'énerver, quoi? Oui. Je pense qu'on peut dire que c'est quand même l'utilisation de codes qui ont été vus et revus dans plusieurs séries avant ça, et que là, ils sont utilisés mais sous un angle parodique. Et ça va vite. Et ça va vite. Mais par exemple, moi j'aime beaucoup le détournement qu'elle fait de la technique du kabedon. Donc le kabedon, c'est quand le mec tape sur un mur pour coincer la fille et lui dire un truc un peu intime. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que ça, c'était très en vogue dans les shoujo il y a 10-12 ans. Enfin, je veux dire, c'était devenu un phénomène culturel. C'est même devenu un peu problématique maintenant, tu vois. Voilà. Oui, bien sûr, ça a été remis en cause dès le départ. De vraiment plaquer une meuf en disant tu ne peux pas me résister. Là maintenant, à l'heure actuelle, c'est hyper problématique, mais la manière dont elle y répond est hyper drôle du coup. Mais oui, parce que je trouve que c'est ça qui est bien dans ce titre, c'est que finalement, tu t'amuses beaucoup de voir comment tout ce que tu connais déjà va être trituré, déformé et rendu beaucoup plus drôle, avec une intensité qui est très réjouissante, quoi. L'autre élément que l'autrice se réserve aussi très bien dans ce manga, c'est d'avoir un univers où elle peut créer énormément de personnages barrés, de personnages burlesques, de personnages complètement tarés, et elle peut en créer presque à l'infini. On peut même dire que c'est des personnages fonction. Hein. Bien sûr, et elle va les insérer, et sauf que ça peut durer très longtemps, si elle veut. Et je trouve que c'est bien réussi. Et quand je vois personnages barrés comme ça, une multitude de personnages barrés, des enfants, des armes, impossible aussi de pas penser à Assassination Classroom. Mais alors, est-ce que ça joue dans la même classe, dans la même cour que As-Class? Disons, moi je peux le voir comme un héritier, on va dire, d'Assassination Classroom, parce que déjà, même en termes de thématique, on parle de scolarité, on parle de tueurs en même temps. Donc oui, il y a une filiation. Mais pour le coup, Kindergarten, pour moi, il a vraiment une tendance plus moderne. Voire, je vais même aller un petit peu plus loin que ça. Je vais dire post-moderne. Ouh, carrément. Je vais me baser sur une vidéo de mon youtubeur préféré à l'heure actuelle qui s'appelle Bolchegeek. Il a fait une vidéo sur le film Everything, Everywhere, All at Once, où il disait que voilà, nous, les enfants des années 90, on a vu ces stéréotypes des années 90 se poser. L'arrivée plutôt en 2010-2020, ça a été l'arrivée de Marvel,
où il y avait un côté un peu cynique. Genre, on sait que vous connaissez les codes, on va en jouer un petit peu. Et maintenant, et il prenait Everything Everywhere comme exemple, pour dire qu'on est dans une ère de postmodernisme. On sait que le spectateur connaît ces codes, mais on va pas lui mentir. On va pas faire les petits malins. On va y jouer franc jeu, tu vois. Et j'ai vraiment ce truc chez Kindergarten, c'est que j'ai l'impression que elle prend son sujet au sérieux vraiment, ça va être fun, ça va être drôle. Et c'est vrai que j'ai vu une filiation dans ce truc de... Pour moi, on est maintenant à une époque encore autre qui est de... Je vais pas me contenter de faire le petit malin et de vous mettre un petit coup de coude à vous, spectateurs ou lecteurs. Je vais faire ce petit coup de coude en disant on sait de quoi on parle. Eh ben très bien, on va pouvoir en jouer maintenant, on va pouvoir en rigoler et ça veut pas dire que je suis un peu malhonnête dans mon truc. C'est très sincère, je trouve, comme récit. Et en plus, on te présente aucun des enfants dans le tome 1. Alors peut-être, mais ni dans le tome 2 d'ailleurs, peut-être que ça va arriver beaucoup plus tard, mais les enfants, ils sont là pour faire joli, quoi. Ouais, là, c'est la décoration, moment, ils sont dans le décor. Pour le moment, les enfants, c'est vraiment le décor, ils doivent les protéger et tout. Alors effectivement, peut-être que ça va évoluer. Là où As-Class se concentrait sur les enfants, mais en même temps, As-Class aussi, quand tu continuais la lecture, bah, tu t'intéressais aux profs et tu rentrais dans les sentiments des profs. Et t'avais une tueuse qui arrivait, la tueuse russe, voilà, qui fait un peu penser à un personnage qui pourrait être dans Kindergarten. Prof Pouf. Et non, c'est ça. Oui, si, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Hein. C'est pas un jugement de valeur de Julie, du coup. Non, je me permettrai pas. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc où on a digéré les codes et ça veut pas dire qu'on va faire les petits malins. Vous connaissez les codes, vous lecteurs, eh ben on va quand même y aller franc jeu et on va voir si ça marche. Mais c'est trop, enfin c'est ce qui est super intéressant, c'est que justement en plus c'est un univers sur le jeu parce que les enfants ils veulent jouer tout le temps avec leurs professeurs qui pensent être des gentils professeurs alors que c'est des tueurs quoi, et ils passent leur temps à leur proposer des jeux, de se mettre en scène, etc. Bah, ils réagissent comme des enfants normaux quoi. Ouais, voilà. Et ce qui est drôle, moi je trouve, c'est que finalement quand tu regarde bien, que ça soit Rita ou ses collègues, enfin Doug ou Hannah, en fait, ils sont tous dans ce truc de on va jouer à tuer des gens. Enfin, il y a une espèce de comment dire, d'appétence comme ça pour le jeu, pour le fait de s'amuser, quoi. Avec un double jardin d'enfants. Il y a le jardin d'enfants pour les enfants qui essuient leur morve sur leur manche et le jardin d'enfants pour les tueurs qui s'amusent à tuer. Leurs grenades dans leur tablier. Non mais c'est comme ça que je le vois effectivement. As-Class, là on apprend aux enfants à se défendre. À se défendre. Enfin donc, même pas se défendre, c'est même attaquer vu qu'ils doivent tuer le professeur. Et encore oui, et puis il y a un autre objectif de Koro qui est bien plus profond. On va pas spoiler là pour le coup parce que non, ce serait dommage. On risque d'avoir beaucoup d'ennemis. Mais c'est vrai que non mais voilà, on s'arrête là peut-être sur la comparaison avec As-Class. C'est un peu plus difficile de les mettre au même niveau, même si l'effet peut être le même. Non mais en vrai je trouve que la comparaison elle est vachement intéressante parce que bon alors là sur Kindergarten on a évidemment un titre qui est plus orienté humour absurde avec ce truc du chapitre gag au début, mais on a quand même une base commune qui est la base de tueurs ou voire le métier d'assassin. Et quelque part, tu vois, je pense que As-Class, il a réussi à ouvrir la voie à des titres dont la thématique, elle sera un petit peu plus sombre pour des ouvrages qui sont censés être pour des enfants, voire des ados. Enfin, soyons clairs, normalement, il n'y a aucune valeur morale à tirer des récits qui parlent de tueurs. Tu vois, normalement, tu ne peux pas le faire comme ça, mais mine de rien, c'est la magie du Jump de réussir à dire que circonstanciellement parlant, c'est des tueurs, mais ils ont des raisons de le faire. Et je trouve que la comparaison, elle est vraiment pertinente pour le coup. Après, moi, je trouve que c'est toujours délicat quand même d'apposer ces deux termes de école ou enfant à armes et assassin. Enfin, on n'est pas aux États-unis, ça va. Oui. On vous renvoie vers l'émission qu'on avait dédiée à As-Class si ça vous interroge. Mais voilà, je trouve que, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir injecté cette espèce de petite, petite ou même très grande part d'humour lié au jeu.
Vraiment au sens où il faut s'amuser, il faut jouer sur les mots, jouer sur les situations, s'amuser des circonstances et trouver quand même du plaisir finalement. Ouais, et pour que les enfants ne comprennent pas qu'ils sont en danger. Et surtout, donner le change qui est intéressant dans cette série. En plus, moi j'y vois aussi qu'il y a quand même une espèce de tendance, quoi. Il y a l'air du temps qui souffle un peu sur C'est vrai qu'il est assez moderne comme manga malgré tout. Il est hyper moderne. Enfin, je veux dire, je pense que il y a la patte d'un éditeur dont on vous a souvent parlé, qui est chez Eileen, à qui on doit Chainsaw Man ou même Spy Family. Donc, je pense que ça se voit quand même qu'il est derrière et qui tire certaines ficelles, qui propose certaines idées. Moi, en tout cas, pour ces 3 séries dont il s'occupe, parce qu'il y a aussi d'autres séries qui ne parlent pas de ces thématiques de violence, etc., ou d'enfants et de violence, moi, je vois aussi qu'il y a une sorte de détachement. Vraiment une espèce de détachement vis-à-vis de la violence. Et c'est pour ça que ça devient limite amusant de le mettre en scène. Et tu trouves pas ça un peu dangereux ? Alors... Je sais pas dans quel sens il faut le prendre, tu vois. Moi, j'avoue qu'il y a eu un moment où je me suis dit, oula, quand même, parce que la maman en moi a trouvé que c'était un peu, totalement absurde. Mais justement, au bout d'un moment, tu dis, non, c'est n'importe quoi, et on va dans le n'importe quoi, il faut oublier le réalisme, etc. Mais si je repars sur mon idée de chez Eileen, je trouve que, tu vois, dans les années 80-90, si on prend une série comme Dragon Ball, la violence, elle était toujours là pour te couper le souffle. Il y avait vraiment un effet quand il se prenait des coups, quand il sentait que la situation devenait dramatique et très violente. Il y avait visuellement et dans le scénario, ça se ressentait. Il y avait vraiment une grosse coupure qui faisait que... Oui, rien ne dédramatise ce qui est en train de se passer. Alors que là, finalement, en fait, la violence est complètement intégrée dans la normalité du quotidien. Que ça soit donc dans Kindergarten Wars, où tous les matins, tu peux voir débarquer des assassins, des gens qui viennent bombarder ton école. C'est limite, c'est le quotidien, quoi. Mais là, le truc, c'est que la violence n'est pas zappée. Tu vois, alors, on la voit, il y a des morts, il y a des décapitations et compagnie, mais on n'est pas au niveau du cartoon. C'est-à-dire un personnage qui est mort revient dans la semaine d'après, même si, en termes de bonus, l'autrice est très très forte parce que en fait à chaque fin de volume elle fait un petit récap dans une salle de tous les personnages qui sont morts et ils parlent entre eux et je trouve ça à mourir de rire où vraiment ils s'expliquent les uns les autres de pourquoi t'es mort toi, qu'est-ce que t'as répondu toi, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Je trouve ça très drôle, mais par contre on a beau être sur un ton très cartoon, les morts sont morts. Oui. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de boule de cristal. Il n'y a pas de chaîne. Moi, je me suis posé la question sur ce manga. Je finis le premier tome et je me dis, mais c'est quand même assez sympa. Kindergarten Wars, c'est vraiment le manga pour la famille. C'est le manga pour le papa, pour la maman, pour les ados et même pour les jeunes ados. Et puis j'ai avancé dans la lecture. Ah ouais, non, c'est pas ça. Et c'est vrai que As-Class m'a aussi donné cet esprit. Et finalement, quand je vois les petits qui lisent As-Class aujourd'hui, je me dis qu'on est quand même pas si loin. Mais effectivement, quand les gens... Enfin, ça saigne, quoi. C'est du Jump plus. On est au-dessus, quoi. Oui. En termes de violence, pour moi, on est au-dessus de As-Class. Ouais. Oui, aussi. Mais où là, la violence, à l'époque, déjà, moi, à l'époque de la sortie d'As-Class, je me posais des questions et je me pose un peu les mêmes là, alors qu'on est encore au-dessus. Moi, j'ai aucun problème pour faire lire Spy Family à ma fille, mais là, elle attendra quelques années, tu vois. Enfin, pour moi, c'est pas du tout dans le même registre. Elle n'a pas encore les codes pour comprendre le niveau d'absurdité qui est proposé là dans le niveau cartoon. Mais encore, il y a ce truc de double niveau de ces cartoons. On s'en fiche de tuer quelqu'un. Tu vois, enfin, là, pour le moment, en tout cas, dans les 2 premiers tomes, on s'en fiche un peu à chaque fois qu'elle tue un tueur, parce que c'est drôle. Mais par contre, le meurtre a vraiment lieu, par contre. Et je trouve qu'il y a cet équilibre qui est hyper intéressant, tu vois, de dire c'est cartoon, mais c'est sérieux. Vous comprenez donc qu'il faut certains codes pour apprécier et avoir envie d'aimer ce manga ou le comprendre entièrement. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas dans une vague de titres de plus en plus parodiques, de plus en plus
post-moderne, comme tu le disais tout à l'heure, Cagnard, c'est-à-dire moins clink clink. T'as vu, je te fais un clin d'œil. Est-ce qu'on n'a pas passé cette étape pour être dans quelque chose de simplement parodique? À vrai dire, moi, depuis tout à l'heure, vous faites référence à As-Class, enfin, Assassination Classroom, pardon. Mais personnellement, je le rapproche beaucoup plus d'un Sakamoto Days. Je trouve qu'il y a beaucoup plus la même intensité, le même niveau de défouloir, en fait, que tu n'as pas dans Assassination Classroom, que pour moi, je rangerais plutôt dans cette espèce de catégorie étrange de manga un peu pédagogique à base de les enfants, il faut s'affirmer, il faut assumer certaines choses pour pouvoir avancer dans la vie, avec évidemment des méthodes pédagogiques un peu discutées. Oui, mais As-Class parle des élèves, encore une fois. Exactement, voilà. Et là, on n'est pas du tout du côté des élèves, on est vraiment du côté d'une espèce de métier qui serait le métier de tueur, quoi. Et c'est même pas un métier, c'est des prisonniers. Les professeurs sont des prisonniers. Dans Kindergarten, ouais, dans Kindergarten, ils doivent purger leur peine. C'est même pas leur vrai métier, leur par vocation ou autre. Ils sont en train de purger une peine. Mais en même temps, dans Sakamoto Days, il faut aussi une certaine partie de code et il faut avoir un background de lecteur, j'ai l'impression en tout cas, pour l'apprécier tout de suite, parce qu'en plus ça met du temps à démarrer, un peu comme Kindergarten. C'est là où ils peuvent vraiment bien aller ensemble. Et malgré tout, ouais, il y a une espèce de je sais pas, faussement parodique. Qui irait l'un avec l'autre. Sakamoto Days, si vous voyez pas ce que c'est un titre qui est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'est l'histoire d'un un peu plus de 2 ans même. Ouais. Un assassin légendaire qui peut-être le meilleur de toute la génération d'assassins, donc il est encore question d'assassin, et il est craint et adulé, il est craint de tous, adulé par d'autres, et dorénavant c'est devenu un brave patron de supérette, d'un petit combini. Et c'est la rencontre avec la femme de sa vie qui l'a poussé à mettre de côté tout un pan de son existence pour en mener une beaucoup plus tranquille. Mais ça aussi c'était avant, puisque désormais le syndicat du crime s'est fixé pour objectif de supprimer Taro Sakamoto, c'est son nom, parce que laisser un tel élément à la retraite, c'est pas possible. Il a beaucoup trop de talent meurtrier, il est bien trop dangereux pour eux, pour leur image, pour plein d'autres raisons. Et donc ils mettent un contrat sur la tête de ce gros gaillard moustachu en surpoids, et c'est à partir de là que l'histoire démarre vraiment, et que différents assassins se succèdent pour tenter d'exécuter cette espèce de Beethoven des armes à feu aussi, parce que c'est un mec incroyablement talentueux, comme Rita dans Kindergarten. Oui. Alors déjà, un point commun, les deux portent des tabliers. Oui, c'est vrai ça. Donc oui, le lien est direct, mais je suis d'accord qu'il y a ce truc. Alors moi, je suis pas d'accord sur cette idée de il faut certaines connaissances pour les comprendre. Je pense que ça n'a pas lieu d'être. Si tu les as, tu vas les comprendre. Si tu ne les as pas, tu vas apprécier en fait un manga d'action hyper punchy en fait. Et moi j'ai jamais été d'avis de dire si tu n'as pas les références tu ne peux pas comprendre. Si c'est le cas, pour moi c'est que le travail est mal fait. Si tu as besoin d'avoir des références avant de découvrir une œuvre, c'est que le travail est mal fait. On en parlera après, parce qu'il y a tout un pan de manga qui existe au Japon qui ne s'adresse que à des hard lecteurs de manga. Ah oui, mais attention, je déteste le Japon. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ce côté aussi un peu parodique, un peu décalé, un peu humoristique, un peu hommage, c'est aussi peut-être la seule façon de rendre sympa un tueur, parce que en tombant dans la comédie, et grâce à cet aspect un peu pastiche, tu peux passer comme de l'action, de la classe, du style au burlesque, à la comédie. Tu peux passer de l'un à l'autre et tout est justifié finalement, avec une espèce de forme d'hommage, avec notamment ce nombre impressionnant de morts dans un manga comme dans l'autre, hein. Et impossible de pas se dire que tous ces morts, c'est un peu parodique, pas forcément parodique de manga, mais parodique de films d'action ou ce genre de choses, quoi. Oui. Oui, parce que moi, mine de rien, que ça soit à Sakamoto ou que ça soit à Kindergarten, moi, la plus grosse référence que je vois, c'est la référence au cinéma d'action, hein. Tout simplement. Exact. On est même au-delà du manga. C'est juste que maintenant, tous les boss de fin sont des PNG. Tu as dans Kindergarten, c'est vraiment ça, quoi. Ils sont là, c'est des personnages fonction, en gros. Après, c'est le début, peut-être que ça va changer. C'est le début, mais alors attention, parce que moi, vraiment, dès le début, j'ai adhéré direct, parce qu'il y a justement ce savant mélange entre l'humour un peu absurde, un peu cartoon, de c'est pas grave si on tue des gens,
ce qui est un peu bizarre quand même à mettre en place, tu vois, dans une série. Et de l'autre côté, vraiment l'aspect dramaturgie, l'aspect on prend notre truc au sérieux quand même, tu vois. On le prend au sérieux, mais tu vois, même cet exercice du flashback, c'est important l'exercice du flashback pour introduire les personnages. Là, t'as le flashback de Doug, personnage qui est sidekick. Même ce flashback, le flashback triste de l'orphelin, on le connaît tous. Oui, j'ai vécu sans ma famille dans la rue, j'ai dû voler, etc. Même ça, elle a réussi à le rendre drôle. Alors que c'est assez rare. Je me demande même si c'est pas une porte ouverte par Chainsaw Man, qui était très décalé aussi dans ses flashbacks par moment. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on est sur une vague ou une vaguelette de manga un peu parodique. Ouais, complètement parodique. Hein. Enfin, en tout cas, Chainsaw Man, il y a beaucoup de références, je trouve. Alors, pas forcément dans les tomes 1 et 2, mais moi, je suis allée voir un petit peu plus loin dans les tomes qui sont parus au Japon. Et c'est vrai que tu dis, mais c'est vraiment... Enfin, on se croirait dans du Fujimoto, quoi, par moment. À ce point ? Ouais. Parce que moi, du coup, j'ai lu vraiment que les 2 premiers tomes, mais vraiment, pour le coup, tu sais, je persiste et signe dès le début que va y avoir un intérêt dramatique, évidemment. Oui, pour l'aspect parodique. L'aspect parodique, il est différent. Moi, j'aimerais bien faire juste un petit temps pour qu'on fasse une différence entre la parodie et le pastiche. Pour moi, c'est 2 choses différentes. C'est même pas pour moi, c'est que dans les définitions, c'est ce qui est. Alors, la parodie... Pour moi, alors là, on va plus parler de vieux titres, tu vois, mais je sais pas si vous vous souvenez les titres qui s'appelaient Naruzozo, Two Piece. Malheureusement. Oui. C'était des auteurs italiens, ou espagnols. Si je me souviens bien, ou espagnols, où vraiment là, pour moi, c'est un truc de petit malin où tu te moques des codes du genre, voire tu peux te moquer du genre en lui-même. Je vais même prendre Les Cassos. Les Cassos, c'est un dessin animé que j'adore. Tous les épisodes sont disponibles sur Netflix, sur YouTube. N'hésitez pas à les regarder. Mais pour moi, dans Les Cassos, ou dans ces titres, on est vraiment dans de la parodie. On va se moquer du genre. Et là, pour moi, le pastiche, il y a un truc qui est différent, c'est que on rentre plus dans une forme d'hommage, tu vois. Un truc qui est franc, qui est sincère. Et pour moi, un auteur ne fait pas de pastiche s'il n'aime pas le genre. Une parodie, ça peut être pour se moquer. Un pastiche, on est sur quelque chose où on va respecter le genre et on va essayer de le détourner quelque peu. Et je trouve que c'est vraiment important de faire la distinction entre un pastiche et une parodie. Alors là, pour le coup, dans Kindergarten Wars, pour moi, on est plus dans le cadre du pastiche. Et le pastiche, pour moi, il tient vraiment du décalage, tu vois, en termes d'humour. Tu ne te moques pas du genre et tu ne te moques pas des codes. En fait, tu reprends ces codes et tu les reprends littéralement et tu les appliques à une situation qui est en total décalage. Dans le cas de Kindergarten, c'est une tueuse qui devient prof de maternelle. Mais par contre, on va quand même rester dans le genre du tueur et on va respecter ces codes et les aspects dramatiques de ce code vont être respectés. Mais ça n'empêche pas de changer légèrement on va dire la caméra, tu vois, l'angle, de dire on aime ce genre, on va l'appliquer, mais on va faire un petit décalage. La parodie, pour moi, c'est ce genre, il est un peu nul, on va un peu se moquer facilement, tu vois. C'est pour ça que pour moi, le pastiche est 10 000 fois plus intéressant que la parodie. Ok, mais non, ça peut se jouer. Tu en mettrais quoi d'autre, à part Sakamoto, à part ce Kindergarten dedans? J'ai plein d'autres titres qui, pour moi, rentrent dans ce cadre-là. Je vais parler de Mashle, par exemple, tu vois. Mashle, pour moi, n'est pas une parodie. Mashle est un pastiche de ce qu'il a retenu de Harry Potter. Ouais, mais c'est plus assumé, tu vois, comme One Punch Man. On va en parler dans quelques instants, mais je trouve ça beaucoup plus assumé que Sakamoto ou Kindergarten qui le font de manière un peu plus discrète, mais qui le font quand même. Mais ça va être intéressant de parler de One Punch Man un petit peu plus tard, justement, parce que je trouve que c'est intéressant et je ne mets pas un style devant l'autre. Pour moi, les deux sont importants, les deux peuvent être drôles, mais tu vois, par exemple, voilà, je vais prendre un titre comme Spy Family, tu vois. Je sais pas si vous allez être d'accord, mais pour moi, on est clairement dans du pastiche et dans du pastiche de cette catégorie. On a les codes dans Spy Family du récit d'espionnage. Mais par contre, on va l'appliquer à une situation qui est peu commune. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un espion pourrait faire avec une vie de famille,
et on va le rendre drôle. Par contre, les codes du récit d'espionnage seront là, de toute façon. C'est juste qu'on va poser une autre question. Ok, t'es un espion, t'es un des meilleurs espions. Et du coup, comment tu fais pour assumer ta vie de famille? Je suis d'accord avec toi. Alors, le pastiche, le noyez pas trop. Si vous êtes à l'apéro, cette thématique de l'espionnage, du tueur, de ces personnages-là qui sont pas censés être des bons personnages, pour les utiliser dans ce genre de manga, est-ce que ce pastiche, c'est pas la solution pour les mettre en scène dans un magazine comme le Weekly Shonen Jump ou comme le Jump Plus? Est-ce que c'est pas obligatoire en fait de passer par là pour mettre ces personnages en scène sur un public aussi large? Ouais, moi, j'avoue que je la comprends pas trop, cette mode du tueur, de mettre en scène effectivement des personnages qui sont plus que... Enfin, en tout cas, dont la profession est plus que discutable, quoi. Parce que finalement, les personnes prises une par une, bon, bah, elles sont farfelues et barrées, mais elles ont... également d'autres qualités. En tout cas, je tiens à te rassurer, je suis assez d'accord sur ton analyse de Spy Family. Et d'ailleurs, bizarrement, qui s'occupe de Spy Family? Oui. Pour revenir à Rita, tu sens qu'il y a des choses qui vont sortir. Et ce qui est intéressant, pour faire à nouveau le parallèle avec Sakamoto Days, c'est qu'il y a ces deux personnages qui ont essayé de sortir de leurs conditions, où voilà, ils veulent arrêter quelque chose, ils veulent purger une peine, ou bien ils veulent être en retraite, et d'autres vont venir les déranger, vont venir essayer de, au contraire, les faire replonger dans quelque chose qui est des mauvaises actions en fait, de tuer d'autres personnes, etc. Et tu vois, mais justement, c'est là que pour moi le pastiche, c'est peut-être ce que je préfère, c'est que les pastiches, ils savent se prendre au sérieux. Et je trouve que c'est un numéro d'équilibriste qui est en vérité très compliqué à adapter, parce que tu restes dans de l'humour absurde, donc aucune mort n'est importante, techniquement, tout peut arriver, tout en voulant poser des situations dites sérieuses. Et là, depuis le début, sur Kindergarten, on parle des situations absurdes et compagnie, mais je trouve que quand il est question d'être sérieux, le titre se prend au sérieux. Donc même cet humour, il réussit à le prendre au sérieux. Et on en a un très bon exemple, je trouve, avec Sakamoto Days, tu vois. Il se prend pas au sérieux. C'est-à-dire, c'est un tueur avec un tablier qui a un petit peu qui est un peu en surpoids, tu vois. Donc ok, c'est rigolo. Mais par contre, quand il y a des tueurs qui arrivent, là, on le prend au sérieux. Et là, on change vraiment de catégorie de récit, on va dire. C'est ça. Et dans ce cas-là, impossible pour moi de pas penser à un autre manga qui est extrêmement célèbre et qui jouait tout le temps là-dessus, sur le décalage avant de passer au sérieux. Sauf que c'était pas un tueur, mais c'était un flic, un détective, c'est City Hunter. City Hunter, je le mets comme un grand-père de ces titres-là, non? Carrément, le grand-père. Ouais, c'est vieux, hein. C'est vrai. Alors Rio n'est pas un flic, par contre. Non. Mais non, voilà, il est pas un flic, il est freelance. Mais il est pas assassin non plus, tu vois. Mais alors, tu vois, c'est là où je trouve que sur City Hunter, on doit y trouver une parodie. Bon, c'est simple, pour moi, c'est celle du polar hard-boil. On est vraiment dans du récit. Alors, c'est ce qu'on appelle le récit noir, où le personnage est lui aussi torturé. Ce n'est pas juste un inspecteur qui va résoudre une enquête. Et je trouve que dans City Hunter, c'est hyper intéressant, parce que le décalage, il vient pas de l'univers des tueurs, il vient du héros, de Rio. Un tueur n'est pas censé être un gros pervers. Les tueurs, ils sont darkness, ils sont ténébreux, ils parlent très peu. Rio, c'est tout l'inverse. Il est exubérant. C'est pas du tout un tueur à gages discret, tu vois. Et pour moi, tout ce qui entoure le récit vient vraiment du hardboil et respecte les conventions du hardboil, parce qu'il y a vraiment énormément de passages très sérieux dans City Hunter, pour le coup. On en arrive même à la mort de certains personnages ou autres. Il ne se moque pas du genre, il se moque de son héros. Donc ni comme dans Kindergarten, ni dans Sakamoto. Donc finalement, c'est pas si nouveau que ça. Donc on n'est pas dans une vague, on n'est pas dans une nouvelle vague de quelque chose, non? Non, mais après, pour revenir à City Hunter, il y a aussi toute la dimension sexuelle qui est là pour être utilisée à des fins humoristiques et qui, du coup, n'a pas du tout sa place. Et qui vient d'une autre époque, ça c'est clair. Exactement. Là aussi, on sent que finalement... Qui devient de plus en plus problématique à la relecture. Il y a de plus en plus de codes qui changent, qui doivent être adaptés finalement au lecteur et à ce qu'on demande à
comment dire, à ce qui est dans ce qui fait la mode, quoi, ce qui est important pour nous, les changements de valeur, les changements de curseur, d'intensité. Et du coup, moi, comme là, on a parlé de plusieurs mangas qui parlaient soit d'éducation, soit de violence à travers des professions qui sont toujours un peu fantasmées et très romanesques. Mais il y a quand même un manga qui, pour moi, est quand même fondamental dans les années 90 au Japon, c'est GTO, et qui parle d'éducation. Et donc, évidemment, GTO, c'était là où l'école, ça devenait le symbole de là où, comment dire, tout se concentrait, les problèmes scolaires, en fait, étaient juste le reflet des problèmes qu'on trouvait dans la société, à travers les cellules familiales, les choses qui ne se partageaient pas autrement que, en allant chez un psy, je pense. Et vous voyez du pastiche, de la parodie dans le GTO ? Moi, je vois de l'humour, mais je vois pas tant le pastiche ou la parodie dedans. Moi, je vois le pastiche complètement parce moi que. aussi. Mais alors, le problème, c'est qu'on est sur un pastiche un peu différé, c'est-à-dire que ce à quoi ça me fait penser, c'est au récit plutôt américain de un nouveau prof arrive et va tout changer. Pour moi, on est plus sur une traduction, tu vois. Alors, mais là, salut les gars des années 90. Filmique, en fait. Mais tu vois, pour moi, Esprit Rebelle, voilà. c'est GTO en manga, tu vois. Et donc, aussi excessif que peut être GTO, mais ils ont la même base, ils ont la même finalité qui est de dire la jeunesse s'enferme, un prof va venir pour les ouvrir à la beauté du monde, etc. Mais moi, j'ai envie de te dire, je pense que cette autrice, elle est. En fait, elle a beaucoup de références cinéma, quoi. Parce que, c'est sûr. En tout cas, le pastiche, là où il fonctionne... On revient à Kindergarten, pardon. Oui, pardon, Kindergarten. On avait arrêté de parler de Kindergarten, c'est pour ça. Elle est quand même très forte pour les scènes d'action, pour installer une ambiance, voilà, une tension de violence qu'on peut trouver effectivement dans beaucoup de films d'action qui étaient très à la mode dans les années 90, où il y avait vraiment, on lésignait pas sur les moyens, il y avait des explosifs à tous les moments, des voitures qui volaient, des hélicoptères, des machins, enfin c'était des toujours la surenchère, quoi. Kindergarten, en termes de punchline, t'as vraiment toujours ce plan où la tueuse là vient d'assassiner un gars avec c'est genre t'as la mauvaise réponse, tu vois. Et puis il y a ces mangas beaucoup plus assumés sur la parodie. On parlait de Mashle tout à l'heure, on parle de One Punch Man. Je vais rajouter un petit Gintama aussi, qui est un peu plus assumé sur ce côté pastiche / parodie. Et l'idée pour moi, c'est pas plutôt de désacraliser le héros pour ensuite le resacraliser. Tu sais, avec ces parodies, du coup, finalement, c'est un peu la clé de ces mangas-là avec Saitama, et même plus loin. On peut même aller prendre Ichigo ou Naruto ou Sakamoto ou Rita. On est dans des schémas finalement assez identiques. C'est-à-dire qu'on va ridiculiser le héros, on va ridiculiser Saitama, on va se moquer de lui, on va être dans la parodie pour ensuite le rendre super stylé. Mais finalement, c'est le même schéma de héros, mais sur un cadre parodique pour One Punch Man. Alors, je suis d'accord et pas d'accord, parce que pour le coup, il y a des héros qu'on présente avec des faiblesses, type Naruto, type Ichigo, et il y a des personnages qu'on présente avec des faiblesses dont on est censé se moquer, type One Punch Man et Saitama. Moi, j'ai un peu l'impression que One Punch Sakamoto Man ou Sakamoto, évidemment, c'est un peu le point de départ de cette mouvance postmoderne, comme je disais avant. On a exactement tous les ingrédients des codes du récit de super-héros, tu vois, qu'on connaît autour de One Punch Man, mais c'est le perso de Saitama, qui est un perso qui est moumou, qui va créer le décalage, tu vois. Mais en plus, on va te surprendre une deuxième fois en disant « Ah, tu pensais que c'était du manga gag ?» Merci One pour ça. Mais en fait, on va te reprendre une deuxième fois en disant oui, ok, c'est du gag, mais en même temps, on va pouvoir être très très sérieux. Dans le cadre de Gintama, pour moi, c'est différent. On est juste sur un manga d'humour et qui limite tient un petit peu plus de ce qu'on appelle le what if en comics. Le what if est un peu absurde. Dans Gintama, c'est et imaginez à l'époque des samouraïs, il y a des extraterrestres qui seraient arrivés sur Terre, tu vois. Alors malheureusement, là où moi je l'ai toujours moins axé sur Gintama, et pourtant j'ai poussé ma lecture, hein, j'ai écrit à ce titre, mais c'est qu'en fait c'est un récit qui se prend jamais au sérieux, et toutes les situations qui peuvent être un petit peu dramatiques, au final elles sont désamorcées dans des situations humoristiques, et au final rien n'est grave et rien n'est important. Et malgré tout ils ont poussé 77 tomes, hein, donc ils ont réussi à vraiment broder vraiment un long scénario sur
sur Gintama. Mais alors du coup, ce que tu m'expliques là sur Saitama, j'ai l'impression de le voir sur un Ichigo dans Bleach, c'est-à-dire que on te le présente un petit peu comme le mec un peu gaffeur, et etc. Bon, j'exagère un peu. Et puis finalement, il devient super stylé après. T'as le même effet des deux vagues, non ? Pas présenté de la même manière. Pas présenté de la même manière, c'est pas un mais trait sur un caractéristique schéma, de Ichigo, tu vois. Sur un schéma technique. En termes de technicité, oui, ok, d'accord. Je comprends. Il a cédé. Non, mais Bravo, je comprends ce que tu veux dire, mais non, ce n'est pas la même chose. Mais on n'a pas la même amplitude, on va dire, entre ces personnages. Non, mais c'est ça mon point en fait, c'est d'en arriver à dire que pour faire passer tous ces schémas narratifs de type Jump dans un manga avec donc des tueurs à notre époque, il y a le cadre qui va te pousser à l'aspect parodique, c'est-à-dire que tu dois avoir ce double effet. Donc pour avoir ce double effet et avec des tueurs, t'es obligé de passer par une sorte de pastiche, une sorte de parodie, une sorte d'hommage que tu ne fais pas dans un manga qui n'est pas aussi gag. Ouais, bah bon, après moi je vois aussi je vois ça un petit peu comme un exemple de notre époque, tu vois. Je vois une preuve que les codes du Jump ont été tellement assimilés et digérés qu'on en est arrivé au point en fait où on peut se moquer un peu des codes sans vexer les lecteurs. Surtout c'est ça qui est important, tu vois, c'est rigoler tout en se prenant ça au sérieux. On rigole avec les lecteurs, on leur met un petit coup de coude discret, tu vois, on leur dit ouais, on se sait, on se connaît, tu vois, mais ça ne veut pas dire que ça va juste être drôle. On va aussi vous prendre au sérieux et on va vous impliquer scénaristiquement, voire dramatiquement dans le récit. Non, les coups de coude, ouais, tu vas les avoir dans les mangas dont on parlait tout à l'heure. C'est ces mangas ultra référencés qui sont pour des lecteurs de manga, par des fans de manga. On sent que l'auteur a tout lu. Il y en a un dans le Jump actuellement qui marche très très bien au Japon, qui est pas du tout sorti encore en France. Et c'est vrai que ces mangas parodiques sont tellement référencés qu'ils deviennent super difficiles d'accès. C'est pour ça qu'ils sortent d'ailleurs pas en France. C'est ça. En France. C'est à l'international, ça se complique. Et t'as des Kindergarten, des Gintama, des One Punch Man qui vont jouer chacun dans leur cours et qui eux vont jouer peut-être à la limite plus sur des codes de films. Dont on parlait tout à l'heure, sur les codes des séries télé, sur des trucs qui sont plus grand public et donc plus universels. Et qui ne référencent pas au titre, ils référencent au code. Tu vois, et c'est là, moi, où je trouve ça a toujours été la différence pour moi entre The Big Bang Theory et The IT Crowd. Tu vois, Big Bang cite IT Crowd, parle des récits. Et je trouve que c'est toujours plus intéressant quand on ne te dit pas au fait, je te parle de Terminator. Mais il y en a un qui est plus grand public finalement. Évidemment. Alors c'est marrant parce que ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Ça marche pas de la même façon puisque du coup, les titres qui citent sont moins grand public dans le manga. Alors que les titres qui y font référence de manière un peu plus discrète sont plus grand public. Et c'est peut-être ça la nouveauté. En tout cas, ça montre aussi que finalement, on a beau avoir énormément de sorties de mangas en France, il y a encore énormément de choses qui n'arrivent pas jusqu'à nous. Mais tant mieux, aussi. Oui, exactement. Enfin, je veux dire, je dis pas il faut aller chercher plus loin. C'est que voilà, c'est un fait. Il doit y avoir des mangas qui ne nous intéresseraient pas finalement, qui seraient beaucoup trop absurdes, beaucoup trop obscurs. Enfin, s'il y a des références à des chanteurs, des acteurs, des émissions de télé très précises. Type GTO. Voilà, exactement. Mais à l'époque, il y avait moins de. Ouais, mais choses. Peut-être qu'on est suffisamment mûr maintenant pour recevoir ce type de récit comme Gintama, comme bon, GTO m'a toujours fait rire sans comprendre les références, tu vois, mais Gintama qui est un titre dans lequel j'avais mis beaucoup d'espoir et qui m'a beaucoup déçu parce que au final ça ok, tu le prends jamais au sérieux ton récit. Maintenant peut-être qu'on en est aussi à une époque où en termes de lecteurs on est plus conscient des lectures manga, mais en tant que mangaka ils sont aussi plus conscients des récits hollywoodiens auxquels pour le coup on adhère tous, qu'on connaît tous, tu vois, c'est le soft power qui agit comme ça. Ouais, c'est ça. Où on arrive enfin à un équilibre entre lecteurs internationaux, je parle pas des lecteurs japonais, et auteurs japonais. Et puis il y a tous ces mangas aussi qui sont totalement dans une autre école, les mangas totalement parodiques. Je pense à Rooster Fighter, Street Fighting Cat, les racailles de l'autre monde. Ouais. Là, on est dans du what the fuck total, mais c'est de 100% la parodie.
Oui, parce qu'en fait, finalement, c'est encore différent, tu vois, de ce dont on a parlé là dans presque 1 heure, puisque en général, qui dit humour dit en creux quelque chose dont on a envie de se moquer, d'être à distance. Et bon, Rooster Fighter, peut-être un petit peu. Enfin, c'est vrai que je pense que c'est quand même des titres qui se moquent des codes du monde du travail ou de l'école, où des cadres qui sont très rigides avec des codes implicites. Alors, Rooster Fighter, c'est du genre Furio pour le coup. Ouais, aussi. Enfin, il mélange aussi plusieurs choses, mais je pense que c'est vraiment là où tu vois un titre comme Kindergarten Wars, avec tout ce qu'on vient de dire sur l'ajout des films, des séries télé, etc. Il complète encore son tableau en proposant d'autres champs possibles. La culpabilisation vis-à-vis de l'éducation, par exemple. On a évoqué Spy Family, ça peut être les parents qui ont une espèce de pression sociale pour que les enfants réussissent à l'école. Là, ce sont les professeurs de maternelle qui doivent être irréprochables et qui, même s'ils sont vraiment au dernier degré de la société, puisque c'est des assassins, ils sont en train de purger des peines, il faut que, ils fassent même pas bonne figure, il faut qu'il fasse extrêmement bonne figure, quoi. Et donc il y a cette espèce, comment dire, il y a d'autres thématiques comme ça qu'on retrouve dans ce titre sur la pression de trouver l'amour, le bon parti, etc. Et tout se combine pour être proposé comme un bonbon avec une espèce de couche très appétissante d'humour sucré, d'humour qui est vraiment très drôle, et ça fonctionne vraiment très bien. Mais finalement, c'est donc pas si nouveau, puisqu'on a réussi à remonter. Alors même si on commence à apercevoir une sorte de nouvelle vague entre guillemets, c'est pas non plus un raz-de-marée, c'est pas quelque chose qu'on voit arriver d'un coup et qui était totalement absent des titres précédents, puisque tu vois qu'on peut remonter sur une vingtaine d'années. Ouais. Oui, c'est sûr. Enfin, après, c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, il y avait une exposition sur le dit du Genji à Paris. On est allé la voir avec une amie et donc la conclusion c'était tu vois, c'est ça le Japon. Tout change mais rien ne change. Et donc sachant que le dit du Genji ça date des années 1000 et quelques. Enfin donc je pense que cette idée de célébrer tout le temps l'impermanence des choses, finalement ça donne des petits très très étranges comme ces mangas qui essayent de se renouveler tout le temps pour nous garder en haleine, quoi. Cagnard, le dernier mot est pour toi. Lisez Kindergarten Wars. Honnêtement, pour moi c'est vraiment un des titres les plus excitants, on va dire, celui sur lequel je mets le plus de pièces. Ne soyez pas effrayés par l'aspect humour, il va vous faire rire. Si vous êtes un minimum cinéphile, le titre va vous faire rire aussi. Lisez les bonus. Dans les bonus, il y a des trucs très drôles. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'être arrivé à ce niveau où même maintenant le petit coup de coude ne nous fait suffisamment plus rire. En plus du petit coup de coude, il nous faut aussi lâcher la petite larmounette. Et je pense que Kindergarten c'est pas le premier, mais c'est un des fers de lance de cette mouvance, un petit peu de titre. Toi, tu vois vraiment une mouvance alors? Je vois une mouvance, ça veut pas dire que ça va être la domination des prochains titres, mais je trouve que moi qui n'appréciais pas le manga gag, on va dire plus que ça, là je m'y retrouve. Tu vois, de la même manière que je m'y retrouve dans Sakamoto, que je m'y retrouve dans Mashle, c'est genre ok, vous singez les codes, vous me faites rire, mais en même temps j'ai l'impression que vous prenez quand même votre récit au sérieux, et moi c'est ça qui me fait vibrer, quoi. Un vent, une tempête, un courant d'air, Julie? Je sais pas, j'espère que est-ce que ce sera vraiment une mouvance? On peut pas le savoir, on le saura que dans 10 ans ou 15 ans. Je vous dis que ça l'était déjà depuis 30 ans. Merci d'avoir écouté cette émission, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, salut. Merci. Salut.